Ouais, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors rapidement, petite vidéo sur les propos de Jamie Dimon, qui est le PDG de JP Morgan, et qui a dit la chose suivante, les taux d'intérêt devraient rester au-dessus des 5% parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'inflation. Et donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les marchés financiers. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si les taux d'intérêt continuent d'augmenter ou restent élevés, cela veut dire que ben, la bourse risque d'être pas top cette année. Alors moi, je vais vous donner vraiment un avis assez tranché sur la question, vous allez voir. Alors, vous ne voyez pas ma tête, bientôt vous la verrez. Bon, là, j'ai voulu vraiment faire une vidéo à la va-vite. Je vais commencer par les marchés, d'accord? Mon avis sur les marchés, c'est quoi? C'est que on n'est pas encore acheteur sur ces indices. Vous voyez, on est sous les moyennes mobiles là. Donc ça, ça. Donc au moins pour moi, il faut dépasser ce niveau et il faut que le RSI casse pour avoir une dynamique positive. C'est-à-dire que pour le moment, on est toujours dans une dynamique négative sur les marchés financiers. Je reviens ici en daily. Idem, vous voyez, on tape, ça c'est la moyenne mobile en rouge, c'est la moyenne mobile 200 périodes. Et vous voyez, à chaque fois, on bute dessus, on dépasse légèrement, mais on est toujours dans une tendance négative. Donc, le S&P est toujours baissier, d'accord? Le Nasdaq est toujours baissier. Maintenant, je reviens sur certaines actions et vous allez comprendre mon avis. Donc, ici, qu'on prend le Nasdaq sur du très, très, très long terme. La dernière fois qu'on avait baissé autant, qu'on a atteint cette moyenne mobile, d'accord? C'était ici, donc on était en 2010 et en 2008, on l'avait cassé. Et vous voyez qu'ensuite, on a eu une dynamique juste incroyable. On n'avait jamais corrigé autant, même durant le Covid, c'était assez rapide. Mais là, on voit une correction qui est quand même assez profonde sur le Nasdaq. Et vous avez certaines actions comme Nike, vous voyez, Nike, depuis ici 2009, regardez, ça c'était le crack de 2009, on n'avait jamais eu une correction aussi forte, là le Covid, d'accord, donc c'était assez rapide, mais on n'avait jamais eu une correction aussi forte, aussi brutale. Et vous voyez, juste après, le marché est reparti à la hausse. Là, il corrige un petit peu, mais on n'a jamais eu une correction aussi brutale. Maintenant, si on prend d'autres actions, par exemple, Microsoft, OK? Microsoft, c'est un super bon exemple. Là, on a la crise des subprimes, forte baisse, et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça corrige légèrement, et puis pour la première fois depuis 2009, on corrige vraiment fortement. On vient taper cette moyenne mobile. 50 périodes, c'est l'équivalent de 200 périodes à 50 fois 5, 250 périodes, voilà, 250 jours, pardon. Et on casse également cette zone qui a servi de support pendant toute la hausse. Donc, pour la première fois, on a un mouvement assez puissant, mais on est bien d'accord que cette correction, elle est forte et on se retrouve sur un point bas. Et on peut prendre n'importe quelle action importante. Adobe, regardez, la correction, elle est marquée depuis, là, c'était la crise des subprimes. On n'a jamais eu une correction aussi forte. Donc, est-ce qu'on est sur des points bas? En tous les cas, oui, si on en croit les historiques. Maintenant, et si on en croit le passé, hein. Maintenant, clairement, dans ce type de marché, on peut avoir des nouvelles qui nous dépassent. On peut avoir voilà, des géants qui font faillite. On peut avoir finalement une situation qui dérape. Ce n'est pas encore le cas, hein. Je vous en avais déjà parlé. Le VIX n'a pas encore atteint les records, les précédents records. Vous voyez ici, ça c'était 2008-2009. Là, c'était la crise du Covid. Le VIX, c'est l'indice de la peur, c'est la volatilité. Et souvent, quand on atteint ces niveaux, on est dans une situation extrême. Donc, vous avez vu que certaines actions se sont déjà effondrées, sont sur des niveaux extrêmement intéressants, mais que le VIX, il n'est pas encore sur les plus hauts. Maintenant, nous, en tant qu'investisseurs, ça veut dire quoi pour nous? Alors, en tant qu'investisseur, ça veut dire clairement que on a, et moi j'en suis convaincu, on a des points bas sur certaines actions, mais que le marché n'a pas encore atteint un
creux ou un plus bas, d'accord? Qu'on peut avoir des surprises, qu'on peut avoir un marché qui consolide, d'accord? Mais vous avez vu, Warren Buffett, il a déjà commencé à acheter. Il a renforcé Apple en 2022, Apple, pardon, TSM, Oxy. Bon, Warren Buffett, il y allait, quoi. En 2022, il a commencé à investir. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que si le marché il part, il est tellement lourd, Warren Buffett, qu'il ne pourra pas faire comme nous. C'est-à-dire, moi, je vais mettre même des gros billets, ça ne va pas faire bouger le marché. Mais Warren Buffett, il peut pas se permettre. Donc, il est obligé d'acheter quand il peut. C'est pour ça qu'il achète Apple. Il achète du Apple. En 2022, il a fait qu'acheter. D'accord? Et nous, on a la chance de ne pas être aussi gros, aussi lourd que lui. Maintenant, Warren Buffett, il est bon. C'est-à-dire, il sait très bien que le marché il peut partir très rapidement sans nous et sans nous prévenir. Donc pour moi, c'est ça. C'est j'attends bien sûr cette panique, mais si cette panique ne vient pas, et si le marché il part directement, Meta, par exemple, moi j'ai déjà commencé à vendre des puts sur Meta, etc. J'ai gagné un peu d'argent. Là, je suis toujours, voilà, je travaille toujours sur des options hein, sur Meta, donc voilà, mais euh, ça s'est effondré, clairement. On prend depuis les plus hauts. Hein, le titre, il a perdu 77%. Là, on a fait un très beau rebond sur Meta. D'accord? On a fait presque 54% de rebond. Maintenant, oui, le marché Meta, je suis désolé, ce n'est pas encore acheteur. Ah, voilà. Regardez la moyenne mobile rouge, on est toujours en dessous. Donc, on est toujours en phase corrective. Si vous prenez le graphique weekly, on est toujours sous les moyennes mobiles. Donc, on est toujours vendeur à long terme. Maintenant, les personnes qui achètent par là, dans cette zone, ça ne me dérange pas du tout. Pourquoi? Parce que Meta, elle est déjà sous-évaluée. Si vous avez confiance, encore une fois, et vous n'investissez pas que sur une seule action, ouais, ça peut valoir le coup. Maintenant, on va prendre l'action que notre ami Warren Buffett, il adore. Apple, regardez. Apple, on va prendre un graphique mensuel. Bon, vous voyez que Apple, à chaque fois que ça corrige autour de... Alors là, c'est 2009, hein, ça corrige sur cette moyenne mobile, ça rebondit bien. Hein. Et là, on n'y est pas sur cette moyenne mobile, mais le point bas, il se situe par là. D'accord? Donc, et puis, on est là. Sur les indicateurs, on a également des points bas. À chaque fois, on a un point bas, point bas, point bas. Donc, c'est top, ça fonctionne très bien. Maintenant, si ça casse, on peut avoir un truc qui fait vraiment mal. Donc, même Warren Buffett peut se tromper. D'accord? Attention, hein, même Warren Buffett peut se tromper. Moi, je suis pas encore. J'ai commencé à prendre des positions. C'est encore léger ce que je suis en train de faire. Je commence à travailler des actions très, comment dirais-je, sous-évaluées, que j'aime bien et qui, je pense, sont aujourd'hui vraiment bradées. Mais clairement, je surveille les indices, je surveille un peu ce que fait le marché, mais je ne veux pas rater le départ. Voilà, je veux pas. Moi, je vous dis, Meta, je la suis depuis longtemps. J'ai pris des positions. Je suis pas très content de ce que j'ai fait. J'aurais pu faire mieux, mais c'est pas grave. Hein, c'est voilà, c'est pas encore parti au sens marché haussier, mais tu peux avoir un truc qui part de suite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut vraiment avoir une stratégie et accepter les deux situations, c'est-à-dire la situation où les indices continuent de baisser, d'accord? Ou la situation où le marché redémarre, ou, le marché, la situation où le marché fait du surplace. On peut avoir les trois scénarios, ça pose aucun problème. Si ça continue de baisser, moi je suis aussi à long terme. Le marché, de toutes les manières, il peut que monter parce que voilà, il y a l'économie, parce que les gens vont continuer d'investir dans la bourse, etc. Maintenant, pour moi, ces baisses sont des opportunités d'investissement à long terme. Donc, si on a un truc du genre crise des subprimes, je suis désolé, mais pour moi, ça va être voilà, l'investissement qu'il ne faut pas rater. Il y a dans sa carrière, je pense que c'est Warren Buffett qui a dit, il a dit, il y a trois, quatre grandes idées qui suffisent pour devenir riche. Et en fait, il y a trois, quatre grandes opportunités dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de plus, hein, les gars qui s'excitent tout le temps. Ouais, non, 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 non. Et que, quel que soit l'actif, hein, que ce soit, il y a des gens, ils sont devenus, moi je connais un mec, il est devenu multi, et quand je dis multimillionnaire, on parle de plus de 100 millions.
Et, mais il a bien investi et bravo. Donc encore une fois, et il me l'avait dit, hein, il m'a dit, c'est un truc, ça arrive une fois dans la vie. Donc on va avoir dans notre vie trois, quatre grands moments pour investir, trois, quatre grands cracks, trois, quatre grandes opportunités. Et il ne faut pas les rater. Moi, encore une fois, je suis arrivé à Dubaï en 2014 et j'ai perçu l'opportunité. Pour moi, Dubaï, au-delà d'un endroit pour m'installer, j'ai perçu que c'était la ville de demain. Pourquoi? C'est logique. L'Inde est en face. Il y a 2 milliards d'habitants autour. Eux, ils ont créé finalement le hub, le meilleur hub de la région. Et ils savent que c'est une région qui est certes pour beaucoup dangereuse, mais qui est l'avenir. Et ils ont mis en place les infrastructures. Et donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, j'ai commencé à investir en 2015. Et puis, le marché s'est effondré. Et donc, 2017, j'ai acheté. 2018, j'ai acheté. 2020, j'ai acheté. Et je vais vous dire un truc, je vais continuer peut-être d'acheter, pas autant qu'avant, mais ces achats, d'accord? Tout le monde me disait que j'étais fou. Je les ai faits dans un marché baissier, c'est-à-dire dans un marché qui se cassait la figure. Tout le monde m'a dit que j'étais fou, que c'était n'importe quoi, etc. Je vous ai dit, un appartement que j'ai acheté là en 2018, que j'ai acheté pas mal d'argent. Aujourd'hui, si je devais le louer, le loyer représenterait environ 15% du prix d'achat. D'accord? Et je ne vais pas vous dire quel est le prix d'achat pour ne pas avoir de haters. Mais voilà. Et donc, en fait, ce qui est incroyable avec ça, c'est que euh, ce loyer, d'accord, c'est un revenu purement passif. Et c'est plusieurs années de mon ancien salaire de prof. J'ai presque envie de dire c'est supérieur à 10 ans de salaire de prof. Je vous laisse faire le calcul. Et c'est un loyer, d'accord? Mais j'aurais jamais pu avoir ce type d'opportunité dans un marché qui explose à la hausse. Pourquoi? Parce que c'est pas là où tu as les meilleures opportunités. Les meilleures opportunités, tu les as quand personne ne veut acheter. Un deuxième exemple, mon bureau. Je l'ai acheté en 2017, d'accord? Et le bureau, idem, hein, je l'ai acheté à un prix bradé. Aujourd'hui, le loyer du bureau, c'est 15% du prix d'achat. Donc, idem, si je devais le louer aujourd'hui, c'est 15% du prix auquel je l'ai acheté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement donc, vous mettez 100 divisé par 7, d'accord? Non, non, 100 divisé par 15, et ça me donne 6,6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment un point clé que, en fait, en 6 années et demie de loyer, d'accord, ça me rembourse mon achat. Et en bourse, ça s'appelle le PE. Le PE, c'est quoi? C'est le Price Earnings. Alors, ce n'est pas véritablement la même chose, puisque les loyers, on pourrait assimiler ça à des dividendes. Mais les earnings ou le bénéfice, hein, c'est ce que gagne une entreprise sur une année. Et donc, souvent, on va calculer, on va dire, OK, cette action, elle vaut tant de fois ses bénéfices. Par exemple, à un certain moment, Facebook, c'était 8 fois ses bénéfices. Mais vous allez avoir dans les périodes de crise des entreprises qui valent 2 fois, 3 fois leurs bénéfices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 3 années de bénéfices, c'est le prix de l'action. Alors, beaucoup de gens ils vont se dire, ah ouais, mais... Et là, en fait, on est bien d'accord qu'on n'est pas dans de la spéculation. On est dans, punaise, pourquoi ça coûte aussi peu cher? Et donc, mais ces opportunités, vous ne les aurez que dans les périodes de crise. Voilà. Donc, pour en conclure, euh, moi, je me suis positionné un petit peu parce que si le marché repart, j'ai pas envie de rater. Je travaille beaucoup à base d'options, d'accord? Donc, en fait, je vends des puts et j'essaie d'encaisser de l'argent, etc. Donc, moi, mon but, c'est de gagner de l'argent dans cette période. Et si jamais le marché se casse la figure, j'ai envie d'exercer, de me faire exécuter et de rentrer sur le marché. Parce qu'effectivement, le marché il peut baisser rapidement, repartir à la hausse rapidement. En fait, il faut bien choisir ses cibles, d'accord? Parce que, encore une fois, en bourse, tu vas avoir un truc qui va s'effondrer. Voilà, par exemple ici. Là, on est en mois. Donc, on est bien d'accord, on a un mois de baisse, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc, 6 mois où le marché s'effondre. Et regardez après.
un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, voilà, disons 9 mois, 12 mois, on est revenu sur le niveau de départ. Est-ce que vous voyez le truc? Donc, vous pouvez avoir un marché qui s'effondre rapidement en 6 mois, d'accord? Et ça remonte rapidement. Et c'est peut-être ce qu'on peut avoir, hein, je ne sais pas. Je sais pas si on va revivre la même chose que la crise des subprimes. J'en sais fichtrement rien. Tout ce que je sais, c'est que quand vous allez avoir une crise, c'est-à-dire un marché qui s'effondre, ça peut se faire très très rapidement, c'est-à-dire en 5 mois, 6 mois, tu vas avoir la fin du monde, tous les journaux qui vont être dans le négatif, tout le monde qui est dégoûté, tout le monde qui te dit c'est fini, etc. Et là, en fait, il faut avoir le sang-froid de se dire, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et donc, il faut se préparer psychologiquement, il faut se préparer sur un plan méthodologique. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas acheter n'importe quoi. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire faillite. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne doivent pas être achetées. Parce que ces entreprises, tu as l'impression que c'est des bonnes affaires, mais ce ne sont pas des bonnes affaires. Je ne sais pas, moi, on prend BlackBerry. D'accord? BlackBerry. Euh, ouais, voilà, il y a un autre. Voilà. LOL, LOL, LOL. BlackBerry. Regardez ici, on est en 2009. Vous voyez le truc, il a baissé, mais là, ça s'est jamais, jamais redressé. Là, c'était quand il y a eu les gars avec GameStop, ils disaient c'est bon, on va tuer la finance. Et puis après, donc voilà, cette action, c'est tout, mais c'est de la merde. C'est-à-dire, elle perd de l'argent. C'est une action, c'est pas méchant ce que je dis, c'est que tu es sur une action qui perd de l'argent, qui n'a pas de potentiel, etc. C'est un peu comme Air France. Voilà, beaucoup de gens se disent ouais, mais ça peut remonter, etc. Mais bon, dans les faits, ça va être chaud. Ça va être chaud. Voilà, ça fait des petits rebonds. Mais regardez ici, le point U, il est à 19, ça vaut 1,55. Tu as perdu tout ton argent. Donc en fait, il va falloir acheter des entreprises que j'appelle des entreprises exceptionnelles à des prix exceptionnels. Et c'est là où il va y avoir le boulot. Donc voilà, moi les amis, pour résumer, je suis encore prudent hein, sur les marchés, au sens où euh, j'ai pas encore tous les signaux dans le vert. Je pense qu'il y a des actions qui sont déjà à des bons prix, mais ça peut continuer de baisser, hein. Pourquoi? Parce que on peut être dans une situation de folie, d'irrationalité totale, avec un marché qui, voilà, regardez ici par exemple, moi je me souviens, il y avait un prof d'une grande école qui avait dit, ouais, Renault, c'est impossible, ça ne peut pas coûter aussi peu cher, ça valait 50 dollars ici. Et là, 50 euros, là, ça vaut 10. Ça veut dire que le mec, il disait, ouais, ça coûte pas, c'est pas possible, c'est trop bradé, etc. Et là, on valait 126, donc ça avait déjà perdu plus de 60% de sa valeur, d'accord? Et le truc, il est passé de 50 à 10. Donc ici, vous imaginez, c'est passé de 126 à 10. Le prix de Renault a été multiplié par 12. Et regardez, juste après, on explose à la hausse. Mais les mecs qui ont acheté par là, bah, ils ont dû attendre là pour revenir à l'équilibre. Et puis là, c'est reparti à la baisse. Donc ils ont souffert. Mais les mecs qui ont acheté là, ils n'ont jamais récupéré leur argent. Donc il va falloir être extrêmement stratège, extrêmement bon, patient, combiner analyse fondamentale plus analyse technique. Pourquoi je dis ça? Parce que les personnes qui se basaient sur l'analyse fondamentale, les avaient achetées ici. Moi, me basant sur l'analyse technique, j'achète pas ici. D'accord? Donc, il faut les deux. C'est-à-dire, l'analyse technique, elle va vous dire, OK, la psychologie des marchés, elle est comment? Et l'analyse fondamentale, elle va vous dire, est-ce que c'est vraiment une bonne action? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Donc, l'analyse technique, elle va se focaliser vraiment sur le côté psychologique. Et pour nous, il est essentiel. D'accord? Et l'analyse fondamentale sur combien ça vaut, la valeur. D'accord? Et là, c'est la psychologie. Donc, ce sont deux dimensions essentielles. Un autre exemple très, très important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de bien comprendre. Meta, si vous regardez Morningstar, ça fait des mois et des mois et des mois qu'ils nous disent c'est sous-évalué. Donc, Meta, par exemple, pour Morningstar, à 200 dollars, c'était une méga bonne affaire. D'accord? Sauf qu'après 200 dollars, bah, tu vois Meta, ça monte un petit peu, génial. Et puis, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça va taper les 90 dollars. Et là, ça remonte. Mais quand tu prends l'analyse technique, elle dit, voilà, ici, on est à 200, 200 dollars, c'est là, d'accord? Pour Morningstar,
qui est une très très bonne revue, hein. J'aime beaucoup Morningstar. Là, c'est sous-évalué. Pour l'analyse technique, c'est vendeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Meta est intéressante, mais il faut attendre des points bas. Et il faut attendre ce que l'on appelle un prix optimal, moi ce que j'appelle un prix optimal, c'est-à-dire que tu as une marge de sécurité supérieure à 50%. C'est quoi la marge de sécurité? C'est, on va évaluer la valeur. Par exemple, supposons que Meta, sa valeur fondamentale, elle soit de 400 $. OK? On a comment dirais-je, une méthodologie, on arrive à calculer les bénéfices futurs ou les cash flows futurs, d'accord? On va actualiser ça et ça va nous donner ce que l'on appelle une valeur fondamentale. Et ben, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, on va acheter une action, d'accord? Par exemple, si la valeur fondamentale pour Meta était de 400, on ne va pas acheter Meta à 400, mais on va l'acheter à 200. Donc ça, c'est la logique. Donc normalement, on aurait dû acheter Meta à 200 parce qu'il y avait une marge de sécurité supérieure à 50%. Le seul hic, c'est que l'analyse technique, elle nous disait c'est toujours vendeur. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas passé acheteur sur Meta à 200, même si ça m'intéressait, mais j'ai pas. Par contre, quand on était aux alentours des 100, j'ai commencé à vendre des puts et puis je gagnais un peu d'argent. Voilà. Et là, je suis en mode, ça m'intéresse, Meta. Ça m'intéresse parce que vraiment, on est sur des points très intéressants. Maintenant, peut-être qu'il y a des news que j'ai ignorées. Et d'ailleurs, pourquoi cette marge de sécurité est importante? Parce qu'on peut se tromper. Parce que, et comme le dit Warren Buffett, euh, tu n'es pas sûr de ton scénario, ou Benjamin Graham également. Les deux disent la même chose, mais c'est Benjamin Graham qui a d'ailleurs parlé de ce concept, hein, qui ensuite a été repris par les plus grands investisseurs, Donald Yachman, Klarman, tous parlent de marge de sécurité. Eh bien, toutes ces personnes, elles veulent une sécurité. Pourquoi? Parce que si tu te trompes, tu limites la casse. Donc voilà, moi les amis, je pense que euh, et je vais conclure également avec ce point. Regardez l'évolution des marchés financiers depuis un siècle. Alors, je pense que ce graphique, il dit tout. Là, c'est le Dow Jones depuis 1916. Vous voyez 1916-1917, on sait qu'il y a eu une guerre mondiale, hein, donc il y a 2 années négatives. Ensuite, 1920. Ensuite, là, c'est le 1929, 1930, 1931, 1932. Donc, on a 4 années négatives. Puis, on a 1937. Puis, on a effectivement, là, c'est la Deuxième Guerre mondiale, d'accord, qui démarre, etc. Puis, regardez, on a ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, on a du positif, un peu de négatif, du négatif. Là, c'est la période ici Warren Buffett. Warren Buffett, il dit waouh, c'est magnifique, c'est extraordinaire, et donc il va acheter. Vous voyez que le marché en 1973, il perd 16%, en 1974, il perd 27%, et puis l'année qui suit, le marché va prendre 38%, puis 17%, puis il va baisser de 17%, et ensuite on va avoir voilà, un marché qui monte, qui monte. De temps en temps, on a quelques petites corrections. Ça, c'est la crise des bulles technologiques en 2000. Donc on a une année négative, 2, 3 années négatives, puis le marché qui repart à la hausse. Puis ça, c'est la crise de 2008, d'accord? 2007, c'était dans le vert. Et puis là, vous voyez, on a quelques années négatives, mais on n'a rien. Et la baisse ici, on est bien d'accord qu'on n'est pas sur une baisse impressionnante comme la crise des subprimes. Donc la baisse, elle est encore assez légère. Donc c'est ça le truc, c'est est-ce que le marché, il va nous faire une baisse à la 2008, d'accord? Ce qui n'est pas impossible, mais si ça arrive, bah, clairement, il faudra être prêt. Ou est-ce que le marché, il se dit, bon, bah, il y a beaucoup d'argent, l'inflation, il n'y a pas vraiment d'inflation, et puis les gars, ils vont investir, quoi. Et en fait, les deux scénarios sont bons et tiennent la route. Et le truc, il est là, c'est qu'il faut, nous, notre but, et moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Warren Buffett, et j'ai pris l'exemple de Dubaï pour une raison précise. Ça illustre à la perfection la puissance de l'investissement.
J'ai investi à Dubaï en 2015. Mon premier investissement, c'était le pire moment pour investir à Dubaï. C'est comme si, je ne sais pas moi, j'avais investi là. J'exagère pas, mais franchement, c'est comme si j'avais investi là, puisque ensuite, on a eu un gros marché baissier à Dubaï qui a duré 4-5 ans. C'est-à-dire 2015, ensuite on a eu 2016, 17, 18, 19, 20. Donc ouais, on a eu un marché baissier de 5 années sur Dubaï et la reprise, elle s'est faite en 2021. Et là, c'est juste la folie. Mais j'ai acheté au pire moment. Voilà. Pourtant, tous mes investissements aujourd'hui sont largement dans le vert parce que justement, je ne me suis pas arrêté à mon premier investissement. Et même mon premier investissement, finalement, c'était le meilleur investissement puisque c'est ce qui m'a permis d'être dans le marché. Parce que j'étais dedans et ça m'a permis de bien comprendre le marché et ensuite de me dire, OK, tu peux y aller et de connaître mon risque, etc. Et donc, si on vit la même chose, parce que je ne sais pas, est-ce qu'on va vivre quelque chose comme ça? C'est-à-dire 4 années de marché baissier. Est-ce qu'on va vivre 1 année, 2 années de baisse et ensuite la bourse, elle repart à la hausse? J'en sais rien. D'accord? Et personne n'en sait rien. Et c'est pour ça que nous, le plus important, c'est quoi? Comme le dit Warren Buffett. Si tu investis en bourse et que tu n'es pas capable d'encaisser une baisse de 50%, la bourse, c'est pas pour toi. L'investissement, c'est pas pour toi. Et donc, en fait, il faut vraiment comprendre une chose, c'est qu'il faut acheter de la qualité. Il faut acheter de la valeur. Je m'explique. Supposons que tu achètes une valeur qui est exceptionnelle, une entreprise qui est exceptionnelle. Tu l'achètes à un bon prix. D'accord? Je ne sais pas moi. On va prendre l'exemple de Microsoft. OK? Et tu l'achètes au pire moment, mais bon, voilà, au pire moment, vous me comprenez. Genre, tu l'achètes là. D'accord? Tu l'achètes là, on est en septembre 2007. Et c'est le pire moment, d'accord? Et tout le monde te dit, oh là là, t'es trop nul, t'as acheté Microsoft au pire moment. Et puis Microsoft s'effondre et baisse à 14,50. Et là, tu te dis, oh là là, je suis vraiment archi nul, c'est la fin du monde, j'ai raté ma vie, j'ai raté mon existence, blablabli, blablabla. Ok, d'accord, très bien. Et ensuite, tu vends comme par hasard, parce que malheureusement, beaucoup de particuliers, ils achètent là et ils vendent là, d'accord? Tu vends là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu es dégoûté. Pourquoi? Parce que Microsoft ne va faire que monter, 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 monter. Et finalement, ce que tu considérais comme cher, ben non, c'est pas cher. Pourquoi? Parce que tu as acheté de la valeur. Et c'est comme ça que Warren Buffett, il bosse. Et moi, je ne vais pas vous dire que j'étais un énorme fan de Warren Buffett, c'est pas vrai, d'accord? Mais j'ai appris à le connaître, j'ai lu tous ses bouquins, il n'a pas écrit des bouquins, mais tous les bouquins sur Warren Buffett, les approches, etc. Et ça m'a passionné parce que quand je prends mon exemple à Dubaï, c'est ce que j'ai fait, j'ai investi dans de la valeur. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, Dubaï, c'est pas cher, mais ça ne veut pas dire que j'ai gagné de l'argent. Non, j'ai perdu de l'argent au départ. En 2015, eh ben, j'ai perdu de l'argent. Et j'étais là à me dire, OK, bon, eh ben, j'ai renforcé, j'ai renforcé. Pas, j'ai pas moyenné parce que tu moyennes, ça c'est du trading. Là, on est dans l'investissement. Et l'investissement, tu investis parce que tu connais la valeur, d'accord, d'un actif. Et tu dis, voilà la vraie valeur de l'actif. Même si ça baisse en dessous, c'est l'occasion de renforcer ma mise. Et ensuite, on sait ce qui s'est passé quoi, à Dubaï et on sait ce qui s'est passé pour Microsoft. Donc, il faut vraiment se focaliser sur les meilleures actions et les actions de valeur, savoir comment valoriser une action, combiner analyse fondamentale et analyse technique. Et là, vous allez vraiment vous régaler. Ça ne veut pas dire que le marché va démarrer de suite et on s'en fiche. Moi c'est ça ce que vous devez vraiment comprendre, les amis. C'est que même si le marché il met 2 ans, 3 ans à repartir, mais que vous ne faites pas les cons, que vous êtes discipliné, que vous êtes rationnel, que vous savez comment acheter, ben on s'en fiche. Parce qu'au final, si vous avez bien acheté et si vous ne paniquez pas et si vous ne faites pas n'importe quoi, si vous n'utilisez pas de levier et que vous avez vraiment une vision long terme, il faut accepter d'être pendant 5 ans en perte.
Warren Buffett a dit la chose suivante, quand vous investissez en bourse, considérez que vous allez investir et que juste après votre investissement, la bourse sera fermée pendant 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux plus toucher tes investissements pendant 5 ans. Et ensuite, tu fermes les yeux, tu attends 5 années, et après tu les ouvres. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se sont comportés mes investissements? Il y a une autre étude qui a été réalisée, je pense, par Fidelity, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, qui a montré quels étaient les comptes des clients qui étaient les plus performants, à votre avis. Elle est excellente celle-là. Elle est excellente. Quelle est, quelle est la raison pour laquelle les comptes de certains, la raison qui explique la performance ou les comptes les plus performants de leurs clients? En fait, la raison, c'est que ces gars qui ont investi, ils ont oublié qu'ils avaient un compte en bourse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas touché, ils ont oublié leur compte. C'est véridique. Et ensuite, ils se sont réveillés. Ah bah tiens, j'avais un compte, j'avais acheté quelques actions. Et là, ils se sont rendus compte que l'action, elle avait explosé ou que leurs investissements avaient explosé. Alors bien sûr, ça suppose d'investir sur des valeurs de qualité. On est d'accord, tu achètes Air France, bah, tu vas perdre. Tu achètes BlackBerry, tu vas perdre. D'accord? Mais tu achètes Microsoft, même si pendant 10 ans, Microsoft se casse la figure, et c'est ce qui s'est passé. Les gens qui ont acheté Microsoft là, par là, d'accord, en 2000, bah, ils ont galéré parce que ces gens-là, on va mettre 3 mois, voilà. Les gars qui ont acheté par là, bah, ils sont redevenus rentables en 2016. Mais bien sûr, il ne fallait pas être débile pour acheter ici. Et quand je dis débile, ça veut dire que là, tu n'achètes pas parce que là, c'était la folie. Mais tout le monde a acheté, comme par hasard. Les gens qui ont acheté par là, maintenant, les gens qui ont acheté par là, d'accord, supposons que tu as acheté par là. Ok, le truc, il monte un peu. Voilà. Mais tu as acheté à un bon prix. Ce qui fait que tu as acheté aux alentours des 37. Et ensuite, on sait que Microsoft a rejoint les 400. Bah, tu as multiplié ta mise par 10 et plus. Eh bien, c'est pas mal. C'est même énorme. Et beaucoup de gens, encore une fois, ils coincent sur ça et ils oublient le reste. Donc, si tu investis sur des bonnes actions, le travail le plus important, c'est d'analyser, c'est de repérer. Et ensuite, si la bourse, elle fait ça, si la bourse, elle fait ça, si la bourse, elle fait ça, tu t'en fiches parce que tu as acheté de la valeur. Et donc, pourquoi moi, aujourd'hui, ça m'intéresse, la bourse, à long terme? Parce que, voilà, par exemple, ça, c'est Adobe. Depuis, ici, regardez, là, c'était 2000. Là, c'est 2008. D'accord? On est bien d'accord. 2000, 2008. C'est la première fois depuis 2008. Donc, ça veut dire on est en 2023, 2022. En 14 ans, c'est la première fois qu'on a une baisse aussi forte. Maintenant, la baisse, elle peut continuer, mais on est bien d'accord que là, on n'a jamais eu de point bas. Pendant 14 ans, tu pouvais attendre le point bas. Et donc, ici, tu ne sais pas si c'est le point bas. Tu ne sais pas. Alors, bien sûr qu'il y a un risque. Certaines personnes m'ont dit, Tammy, Adobe, est-ce qu'elle va être concurrencée par l'intelligence artificielle? Et d'ailleurs, vous avez vu que Microsoft, direct, les gars, ils ont fait une offre pour OpenAI. Bah, ils sont pas cons. Donc, clairement, mais OpenAI, ça va appartenir à ces grands groupes. Ils vont tous bosser dessus. Facebook va également, Meta va également. Meta est déjà dedans. Google est déjà dedans. Les gars, croyez-moi, les grands gagnants, ça va être ces mastodontes. Maintenant, si tu n'es pas sûr, par exemple, tu dis, OK, Adobe, je ne suis pas sûr, bah, tu ne dois pas acheter qu'une seule action. Tu peux, mais clairement, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que c'est la première fois depuis 14 ans qu'on a ça. Maintenant, ça peut encore baisser, mais n'oubliez pas, euh, est-ce qu'on va avoir un scénario de fin du monde? Est-ce qu'on va avoir des marchés qui vont... Ouais, on a eu pire dans l'histoire. Franchement, on a eu pire. On a eu 1929. On est sorti. Ce que je veux vous dire, les amis, c'est que même si on a une situation catastrophique, il y a eu pire dans l'histoire. Il n'y a qu'à voir Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des millions de gens morts, les économies étaient au ralenti, etc. Et pourtant, voilà, on revient hein, sur la bourse.
Pourtant, là, voilà, on a la bourse qui monte, hein, on est dans une période de crise mondiale, ça monte, et après 1950, ça explose. Et puis, dernier point, on a aujourd'hui une inflation qui est forte, et la seule manière de se protéger, la bourse. J'espère que vous avez kiffé, les amis. C'était censé être une petite vidéo. Finalement, c'est devenu presque une formation. Les amis, pour ceux qui veulent nous rejoindre, moi, je vous invite à aller sur tami.net/VM. C'est mon dernier programme sur la valeur. C'est hyper, super lourd. Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que je bosse sur ce programme. Parce que, encore une fois, j'ai créé un programme sur l'immobilier à Dubaï en 2018. Et vous savez quoi? Je l'ai créé pour mes étudiants, mais je l'ai créé pour moi également. Je l'ai créé pour moi parce que je me suis dit, c'est le moment d'investir à Dubaï. J'avais déjà commencé à investir, mais après, j'étais chaud, chaud, chaud. Non, non, c'était en 2017, pardon. 2017. Et je peux vous dire que j'étais chaud parce que je savais que... Et là, aujourd'hui, vous savez, mon seul regret, c'est de ne pas avoir acheté beaucoup plus à Dubaï. C'est que j'aurais pu me gaver, mais comme pas possible. J'ai investi pas mal d'argent, mais j'avais peur. Et la peur, pour moi, c'était de trop miser sur un seul pays. Voilà. C'était de me dire si jamais Dubaï. Donc, c'était de. Mais j'ai fait une erreur, hein, parce que finalement, j'avais la conviction, j'avais les moyens et j'aurais pu mettre 3, 4 fois plus. D'accord. Donc, voilà. Mais j'avais pas. Et puis, l'immobilier, c'est pas. La bourse est bien meilleure parce qu'on peut diversifier beaucoup plus facilement, etc. L'immobilier, c'est pas le cas. Mais néanmoins, je peux vous dire que j'y suis allé à fond. Et le programme, je l'ai sorti en 2017 et je peux vous dire que j'ai plein d'étudiants qui ont acheté dans l'immobilier à Dubaï et ils sont super méga contents parce qu'aujourd'hui, va acheter. Va acheter à Dubaï, c'est impossible. Va louer les loyers, c'est genre, ça flambe. Ça flambe. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ben, il y a un succès phénoménal de la ville. Tout le monde en parle. Tout le monde veut venir à Dubaï. Tout le monde s'installe à Dubaï. C'est juste incroyable. Mais ça, il fallait l'anticiper. Donc, quand en 2017, moi, j'ai sorti ma formation sur l'immobilier à Dubaï, je peux vous dire que on se foutait de ma gueule. Hein. Ah, 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 c'est nul. Mais pourquoi tu n'investis pas en bourse? Pourquoi tu mets de l'immobilier? Bah oui, parce que pour moi, c'était une opportunité. Pour moi, la bourse en 2017-2018, pour moi, c'était déjà trop cher. Après, bien sûr, c'est la folie ce qui s'est passé, mais parce on n'a jamais eu autant de liquidités. Mais Dubaï, je voyais un marché qui s'effondrait. Et je me disais, c'est pas possible. Pourquoi ça s'effondre? Et donc, à partir de là, j'ai commencé à analyser. Donc, j'ai sorti une formation en 2017. Et je peux vous dire que j'ai plein d'étudiants qui ont acheté de l'immobilier à Dubaï. Et il y a plein d'étudiants qui aujourd'hui me disent merci, etc. Parce que justement, c'est un truc que tu fais une fois dans ta vie. Voilà. Là, aujourd'hui, est-ce que tu peux avoir les mêmes opportunités à Dubaï? Mon œil, non. Non, tu ne peux pas avoir la même chose, c'est trop tard. Il fallait investir en 2017, 2018. Il fallait y aller. Quand moi, je me rappelle l'achat que j'ai fait sur la Palme, euh, mon appartement, je peux vous dire que ma décision, je l'ai prise de suite, quoi. J'ai visité l'appart, je savais que c'était une bonne affaire. Euh, j'ai demandé à mon agent immobilier, voilà le prix que je suis prêt à payer. Il me rappelle, il me dit, OK, est-ce que tu es prêt à acheter demain? Je lui dis, OK, je fonce. Et en fait, ces gars-là, pendant 4 mois, 5 mois, ils essayaient de vendre leur appart et personne ne voulait de leur appart. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est moi, je suis harcelé de gens qui veulent acheter ou qui veulent louer. Donc, la donne a changé parce que le marché a changé. Et ça, c'est la même chose qu'on va avoir en bourse. Donc, je ne sais pas si c'est un point bas aujourd'hui. D'accord? Je ne sais pas. Peut-être qu'on va avoir un marché qui va s'effondrer. Vous avez vu 2008, 5-6 mois, on va avoir un marché qui va littéralement s'effondrer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller très très vite. Ça va dire, ça va s'effondrer et ensuite ça va exploser à la hausse. Et en fait, il va falloir être en mode agir. Ça veut dire qu'il faut être stratège. Donc, si on est là et que le marché baisse, ben, il faut être prêt. Si on est là et que le marché il monte, ben, il faut commencer à mettre un peu de billes, d'accord? Pas y aller à fond, on est d'accord.
Mais il faut commencer à y aller parce que si jamais le marché il monte et que tu es comme un con à le regarder monter, sachant que certaines actions comme Adobe, vous avez vu, hein, c'est déjà des points bas sur un plan historique. Meta, c'est des points bas, Google, Microsoft, voilà, il y a plein d'actions qui sont sur des niveaux intéressants. Mais c'est pas peut-être que le marché peut encore baisser. Mais si le marché il monte et que tu n'as rien fait, tu es comme un con. Si le marché il s'effondre, bah, c'est pas grave parce que tu sais que tu es dans une perspective long terme. Donc ça s'appelle de la stratégie, ce que je suis en train de vous dire, les amis. C'était une très longue vidéo, mais c'est une vidéo importante. C'est une vidéo qui, voilà, qui revient sur, pas sur un scénario catastrophe. Arrêtez avec, voilà, Kiyosaki, ça fait je sais pas combien d'années, il nous dit achetez de l'or, la bourse va s'effondrer, blanc. C'est du pipeau. Moi, je suis stratège, d'accord? Je sais que la bourse, elle monte, elle baisse, d'accord? Il y a des moments où la bourse, elle va baisser. Mais quand la bourse, elle va baisser, je vais certainement pas être dans le coin ou dans le clan des gens qui vous disent c'est la fin du monde. Je vais être dans le clan des gens qui vont dire ah ouais, là, ça devient intéressant pour moi. Parce que j'attends des opportunités. Et c'est mon exemple de Dubaï, il est concret parce que je l'ai vécu dans ma chair. C'est-à-dire, je vous dis 2015, aujourd'hui on est 2020, allez, je dis 7 ans. D'accord? Donc j'ai vécu tout. J'ai vécu la baisse, la hausse, le doute, parce que j'ai douté, je me suis posé des questions, je me suis dit peut-être que j'ai fait des conneries, j'ai vécu tout ça. D'accord? Et je n'ai pas misé 10 000 euros, hein, j'ai misé de gros billets. D'accord? Donc, quand j'ai fait ça, bien sûr que j'avais des doutes, bien sûr que j'avais peur, bien sûr, mais mon raisonnement était bon. Eh ben, en bourse, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir le même raisonnement, la valeur. J'achète des actifs de valeur, j'achète des actifs dans une optique long terme. Je suis OK si pendant 5 ans, je ne gagne pas d'argent, ce qui était mon cas à Dubaï, hein. Mon investissement de 2015, pendant 5. Alors, j'ai gagné les loyers, hein, attention. J'ai gagné les loyers. Non, non, franchement, j'étais gagnant, hein. Mais le prix de mon bien immobilier, genre 2015, il était là. Ensuite, il a dû perdre 30-40% de sa valeur, hein, facile, hein. Et là, aujourd'hui, on est au-dessus. Par contre, celui que j'ai acheté en 2018, il n'a jamais baissé, au contraire, hein. Genre 3 mois après, on me proposait 500K euros de plus-value, puis 1 million. Et puis là, aujourd'hui, c'est juste incroyable, quoi. Donc, ça n'a pas baissé, quoi. Donc, mais 2018, d'accord? C'était presque la fin du marché baissier. Le marché baissier avait démarré en 2015. Waouh! Grosse vidéo. Si vous avez liké, kiffé, faites-moi exploser la barre des likes. Dites-moi, Tammy, on est chaud pour agir. Vraiment, les amis, encore une fois, et je conclus, c'est pas un conseil financier, c'est pas. Mais je pense que il faut avoir un mindset de fou pour gérer ces périodes folles. Voilà, il faut avoir un mindset et il faut avoir le bon mindset. Il faut avoir le bon mindset. Il faut écouter personne, si ce n'est OK, j'investis pour telle raison. Parce que moi, je vais vous dire un truc. Il y a plein de connards qui me disaient non, mais n'investis pas. Ou même des potes, bon, c'est pas vraiment. Voilà, mais le gars, il me dit ouais, mais non, mais n'investis pas, c'est risqué, mais tu vas rien gagner avec l'immobilier. Et puis, même, je vais vous faire rire. Mon ancien proprio qui me louait mes bureaux donc à Dubaï. Il m'avait dit, Tammy, ouais, l'immobilier c'est nul. Moi j'ai acheté à Burj Khalifa, j'ai acheté à la Marina, mais l'immobilier à Dubaï c'est nul. Et il me disait ça, mais le mec, en fait, et je lui ai dit, écoute, vends-moi le bureau. Et il m'a dit, non, mais tu sais quoi, je vais te baisser le loyer. Heureusement que je ne l'ai pas écouté, parce que je me suis dit, attends, et j'avais euh, en fait, quand j'ai acheté mon bureau, mon loyer, alors je vais vous donner les chiffres, hein. Je payais en loyer à l'époque 120 000 AED. Maintenant, ce serait plus, ce serait 130, 150 000 AED. D'accord? Et j'ai acheté le bien, le bureau, hein, divisé par, et donc on est bien d'accord que le loyer 120 000, c'est-à-dire 7 années de loyer. Donc en fait, le raisonnement était très simple. C'est-à-dire, tu achètes un bien, d'accord, à 1, ok, mais en 7 ans de loyer, tu as remboursé ton bien. Et après, tout le reste, c'est du bénéfice. Et en fait, c'est le même raisonnement qu'il faut avoir sur les actions.
C'est-à-dire considérer que vous achetez des business qui génèrent de l'argent, qui génèrent des profits, donc des résultats, des bénéfices nets, et que votre but, encore une fois, c'est de raisonner comme un homme d'affaires, pas comme un spéculateur, comme un homme d'affaires. C'est-à-dire, j'achète quelque chose qui gagne de l'argent et je vais l'acheter à un bon prix. Donc, si vous avez un truc qui génère en 7 ans de bénéfices, tu as remboursé ton truc, tu es content. Par exemple, je ne sais pas moi, les actions à dividendes. Beaucoup de gens critiquent les dividendes parce que tu as une action, elle va te verser 2%, 3% de dividendes. Et beaucoup de gens te disent, ouais, c'est nul, 2%, 3%. Est-ce que très peu de gens vont vous dire, c'est que bah, ces dividendes, si tu les réinvestis, tu vas gagner non seulement sur l'actif, c'est-à-dire l'action que tu as achetée, sa valeur va augmenter, mais tes dividendes, si tu les réinvestis, tu peux te retrouver avec du 20%, 25% sur ta mise de départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as investi 1 million, d'accord, il y a 10 ans, que l'actif a vu sa valeur multipliée par 5, je dis n'importe quoi, ou par 10. Donc ton capital, 1 million, maintenant devienne 10 millions. OK? Ça, c'est la première partie de l'équation. Ça, c'est la première dimension sur laquelle tu es gagnant. L'actif s'est apprécié. Deuxième partie sur laquelle tu es gagnant, c'est les dividendes, c'est-à-dire qu'après 10 ans, tu n'as pas 2%, d'accord, ce que tu as au départ. Mais comme tu as réinvesti tes dividendes, ça t'a permis d'acquérir de nouvelles actions, ça t'a permis de capitaliser également sur la croissance des dividendes parce que certaines sociétés, elles vont augmenter leurs dividendes année après année. Et après, tu te retrouves avec un rendement de 20%, 25% sur ta mise de départ. Ça veut dire que dans 10 ans, ton capital augmente, premièrement. Et deuxièmement, si tu as misé 1 million, tu te retrouves avec 250K dollars de revenus passifs. Et donc, tu peux très bien te dire, OK, là, les gars, je veux juste récupérer mes dividendes et mon capital, je ne le touche pas. Et c'est ce que font beaucoup de gens. C'est ce que fait Warren Buffett. Et c'est ce qu'a fait Warren Buffett dès le départ. Waouh! Les amis, magnifique journée. Ciao, ciao, ciao.